Je me dis, si je me coupais les cheveux, comment je ferais? Qu'est-ce que je pourrais peut-être inventer? Non, parce qu'un de ces jours, je ne vais plus pouvoir me coiffer. Si je continue comme ça, si le bon Dieu me laisse indéfiniment. Tu sais, c'est dur de se coiffer, tu sais. Il y a beaucoup de femmes qui me disent comment vous faites. Évidemment, quand on est. Mais moi, je bouge beaucoup, comme je fais beaucoup d'exercices. J'essaie de me maintenir. Vous faites quoi pour vous maintenir? Je fais des tractions. Ah bon? Je me touche les pieds. Vous y arrivez? Oui, je pourrais te le faire. Je touche les pieds en étant debout, je me lève et je me touche les pieds. Le bout des pieds. Tous les jours, je fais brûler marcher mes genoux et je me donne des coups de pied à la fesse. J'essaie de tout. Et puis je fais, je sais pas quoi, des mouvements de bras, de jambes, j'essaie quoi. J'avais un père, j'avoue que j'ai tout le temps à les yeux en ce moment, mon père, grand-père de Valordière, qui faisait énormément de culture physique tout seul comme ça. Il marchait le long de la terrasse, il marchait, il avait les bras dans le dos. Puis alors, il y avait toujours une barre fixe en entrant dans la salle à manger. Et il fallait que chacun fasse une traction. Et vous aussi? Ben, aussi, tous. Mais c'était pas mauvais comme idée. Hein. Parce que je me demande si ça m'est pas resté quand même, parce que j'ai une force. Que ça fait marcher. Une traction, tu sais, on prenait la barre fixe, puis il fallait se dresser, quoi. Et puis alors, quand on a rentré et qu'on ne faisait pas, ils disent allez. C'était simple, très simple. Rien, on le faisait. Ben, j'ai quand même 80. Quel âge? Bientôt 90, quoi. Mon anniversaire, alors j'oublie toujours, c'est le 16 avril 1915. Tu vois, ça touche, hein. J'en reviens pas. Vous êtes enfant, hein, pour 90 ans. Je me trouve, je ne me vois pas, j'en sais rien, mais je me dis 90 ans. C'est possible. 90 ans. Mais ça représente. Je dois dire que je suis contente que tu me poses des questions parce que je voudrais que. C'est intéressant pour vous de savoir la vie que nous avons eue. Bah oui. Qui est complètement différent de ce qu'on peut voir maintenant. Et ça, c'est un témoignage, je crois. Ma jeunesse, c'était formidable parce mon père était officier d'infanterie coloniale et était obligé de changer de garnison tous les 2 ans. Tu te rends compte? Tous les 2 ans, on montait les valises. Puis il y avait un enfant tous les ans. Si on était 8, on aurait été 10. C'était extraordinaire quand même. On faisait les bagages et puis on partait ailleurs. Syrie, Indochine, 2 fois l'Indochine. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas encore né. Moi, je suis né en France, à Saint-Raphaël. C'était la joie de la famille. Mon père et maman étaient ravis. Papa a écrit ce jour-là, je n'ai pas écrit. Et c'est dans une nuée de lys et de mimosas que nous accueillîmes notre douce Zita. Avoue que c'est quand même touchant. Hein. Oui. Je l'ai, quelquefois, quelque part, je ne sais pas où, mais écrit de la main de papa le matin de ma naissance. Mais après ma naissance, on est allé à Brest. Papa était aide de camp du préfet maritime, ainsi que mon beau-père. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Tous les deux. Un pour la marine, un pour l'armée de terre. Mais là, nous n'étions pas dans le milieu riche, étant donné qu'avec 8 enfants et une salle de militaire. Et en plus, maman avait un héritage qui lui a été fauché par une cousine. La cousine s'est fait mettre à la place de maman. Une cousine inconnue d'ailleurs, et on n'a pas cherché à la connaître. Mais tu vois, ça c'était un à côté. Après, j'ai appris à lire, et puis j'ai gardé des souvenirs formidables. J'ai appris à marcher, la trottinette, tout ça, c'était extraordinaire. Bon, Brest, j'ai un vague souvenir de petite, quand j'allais en classe. À un moment donné, on m'a dit, tu es assez grande, tu vas à pied. C'était pas loin. Alors j'allais à pied, mais il y avait une cousine qui s'appelait, je ne sais plus comment son prénom, de Guildon, qui m'a dit, est-ce que tu es laide alors, tu sais. Ça m'a toujours. Puis un chapeau, un bonnet, je sais pas quoi. Horrible. J'avais 3, 4, 5 ans, 6 ans, peut-être 6 ans. Je me rappelle qu'elle m'a parlé. Elle était jalouse pour moi de mon béret, de mon bonnet, tricoté à la main par moment, je le vois encore. Et j'en ai voulu. Mais c'est juste si je la voyais encore, je dirais, tu sais, ma vieille, hein, j'ai jamais pardonné ça.
Et vous étiez... J'ai pleuré comme un veau, j'étais furieuse. Ah, ce qu'il est laid, ton truc. Tu vois ce truc, enfin bref. Bon, j'étais chez les bonnes sœurs, j'ai fait ma première communion. Puis après, papa et maman sont partis. Vous étiez bon élève? Oh bon non, j'apprenais à lire. Ah oui. Je n'étais pas tellement porté vers l'étude. Non. Ni haut ni bas, c'est pas la peine. Je t'annoncerai pas mes diplômes. Non. Ça ne prendra pas de place. C'est-à-dire vous êtes arrêté où à l'école, votre scolarité? Donc moi, je me suis arrêté, c'est un peu scandaleux. Je me suis arrêté avant mon bac. Juste avant votre bac? Tout simplement parce que j'allais le passer. Et puis Guillaume, ma soeur, allait avoir un bébé. Alors, elle dit, Zita pourrait pas venir, un peu me donner un coup de main, parce qu'il n'y en avait pas, tu sais, à ce moment-là, il n'y a pas de garde DNA, de bébé, des trucs comme ça. C'est la mère, la soeur, tout ça qui trinquait, quoi. On trouvait ça normal, moi j'étais ravie. Alors, en première, j'étais. Alors, on peut pas avoir dû réfléchir un peu, puis me dire après tout, bon, tant pis, ton bac, t'en passeras. Moi, ça me c'était ravi, hein. Mais après, je me suis dit, c'est quand même gros, quand même. Parce que les gens regardaient, vous n'avez pas passé votre bac. Ça a commencé, c'était les premiers bacs. Alors, les filles étaient toutes fières qu'elles avaient passé leur bac. J'aurais peut-être été que les embarquer. Ça pouvait très bien. Ça aurait pu très bien arriver. J'adorais la géographie, j'adorais l'histoire, j'adorais. Je faisais du latin, je travaillais intelligemment et avec des bons professeurs, mais il n'y avait pas le bac au bout. J'avais quelquefois de bonnes notes, quelquefois de mauvaises. Et en plus, papa nous encourageait par les étudiants, tu as une version latine qui est complètement ratée. Alors, dès la prochaine, tu me demandes ton... Alors, quand j'arrivais, le père qui était professeur, dis donc, mais vous avez bien fait des progrès, hein. Alors, il me dit, oui, mais ça prend pas, hein. C'est bien que c'est votre père qui l'a fait. C'est impayable. Ça, vraiment, ça, je reconnais que j'ai des choses à raconter. Ça m'a fait un souvenir de ma jeunesse, très, c'est plus que, si tu veux, les détails, je t'en donnerai, mais qui sont dans tous les genres, dans tous les styles. Et j'ai eu une veine inouïe, quoi. Mes frères et soeurs aussi, mais moi, mais mes frères, il y avait un problème à la maison, c'est que papa et maman, surtout papa, disaient les garçons, il faut que ça travaille, il faut que ça ait des situations, il faut qu'ils se marient, il faut qu'ils fassent vivre une famille, et il faut qu'ils travaillent, voilà, c'est tout, pas de problème, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient reçus. Et les filles, ils s'en fichaient complètement. Et chez les filles, on vous demande qu'une chose, c'est d'être élégante, jolie si possible, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. On était très très près de nos parents. Alors ça, c'était un papa était adorable, il adorait ses filles en plus. Les garçons, c'était pète sec, hein. Ça, c'était la fessée, les punitions et tout. Moi, je crois que j'ai jamais reçu une claque de mes parents. Jamais. Il y avait 4 filles et 4 garçons. Alors 4 garçons ont trinqué, ça c'est sûr. Et les filles, papa était une adoration de dentelle. Et on n'en a pas profité pour faire des idioties. Je crois pas qu'on ait été punis vraiment. Meunier qui était plus difficile pourtant, mais c'était chouchou alors en plus. On lui va demander ça à papa parce que toi tu as il te fait tout ce que tu veux. Alors, et en effet ça marchait. Et vous étiez gâtés quand même donc? On était gâtés. Gâtés non parce qu'on n'avait pas le sou. On était habillés très simplement, on faisait beaucoup de nos affaires. On a appris à tricoter, à coudre, à repasser, à laver. On faisait chacune une chambre comme ménage. Qui vous apprenait ça? Maman. Maman était très 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 dure, oui. Elle est morte à 55 ans. Elle est morte à Rouerre. On était à Rouerre en séjour. Et elle avait la chambre du bout. Et elle était tombée malade. L'intestin, je sais pas quoi, c'était pas grave. Puis ça n'en finissait pas. On avait un docteur qui était à côté, à Témine. C'était un médecin de campagne. On avait vaguement confiance, mais enfin, je disais rien. Puis finalement, elle a eu de la fièvre, ça avait mal, on l'a emmenée à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital de Cahors. Et en sortant, elle a dit à ma belle-mère, où est-ce que vous m'emmenez? Alors, elle m'a dit, monsieur, rien, on vous emmène faire une visite à l'hôpital de Cahors. Ah, je vais à l'hôpital. Il se trouve, là je fais une parenthèse, que maman, quand elle était jeune fille, a dit, on s'est fait lire les lignes de la main par une bohémienne. Elle lui a dit, voilà, vous allez vous marier avec un officier qui est en ce moment dans la mer de Chine. Elle a dû vivre dans son château, elle n'a jamais vu un officier de sa vie. Aucune raison qu'elle rencontre un officier. Bon, ils ont tous rigolé, tu comprends.
Mais c'est qu'ils n'ont pas rigolé quand ils ont vu que papa arrivait. C'est extraordinaire, je trouve. Et tout le temps, pendant qu'elle était à l'hôpital, elle disait, je sais que je vais mourir. Elle croyait à cette bonne femme. Aussi qu'elle allait mourir à l'hôpital, c'est ça? Qui lui a dit, je vous mourrai à l'hôpital. Alors elle nous dit toujours, si je suis malade, si j'ai un accident, ne me mettez pas à l'hôpital, mettez-moi dans une clinique. Et si j'avais dit ça à la belle-mère, j'aurais dit, on vous amène à la clinique. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle est morte. Mais ça l'a fini, quoi. Elle s'est dit, bon, je vais mourir. C'est éteinte. Complètement. Papa et moi, on a veillé toute la nuit. Et c'est éteinte. Comme une bougie entre nous deux. C'est extraordinaire, ça. Vraiment. Ça, c'est un souvenir rarissime, quand même. Les bohémiennes, parce qu'il y en a qui sont vraies, la preuve, c'est une coïncidence, on dira ce qu'on voudra. Mais là, nous, ça nous a toujours troublé. Hein. Toute l'histoire de sa prédiction à ses fiançailles, qui s'est répercutée sur tout, à chaque fois qu'on partait en voiture, s'il y avait un endroit dangereux, maman disait arrêtez, c'est trop dangereux, au moins qu'on descende tous, il n'y a que papa qui reste pour conduire. Alors on est tournés tous, parce qu'il n'y avait pas de route comme maintenant, on a eu une voiture très tôt. Alors maman, on descendait tous, et puis papa il a sacrifié de sa vie. Et après vous faisiez quoi sur la route? Ben, on suivait qu'ils soient sortis d'un endroit dangereux. C'est impayable. Dans les gorges du Tarn, par exemple, c'est pas comme maintenant. Hein. Les gorges du Tarn, on descendait à chaque tournant. Il y avait de la place qu'à une voiture en plus. Alors il fallait se serrer près du vide. Quand on était dans le mauvais sens. Et à un moment, elle ne supportait pas ça. Puis quand il y avait un tournant très très raide, on descendait. Papa restait avec son moteur. Et moi, une fois, on a été pris par la nuit. Et il m'a dit, je ne vois plus rien. Alors, ben, j'écoutais en pleine nuit, c'est quand même embêtant. Alors, il m'a dit, écoute, tu es en blanc, alors reste sans reste du tout, tu marches devant moi. Et comme ça, je vois ta robe blanche. C'est vrai. Je vois ta robe blanche. Et ça tournait. Vous marchiez devant la voiture? Oui. Alors après, on est arrivé dans la villa dont j'oublie le nom. On s'est dit, il faut se coucher maintenant. Là, c'est sûr, on ne va pas aller plus loin. Hein. Aucune place, rien du tout. On est allé voir le curé, qui nous a dit, bah, écoutez, voilà, je vais vous donner, je ne peux pas vous laisser dehors quand même. On est tous couchés. Je vais vous donner des d'oreiller ou je ne sais pas quoi, on a tous couché dans la cure. Avoue que c'est quand même assez spécial, quoi. Et vous aviez quel âge? Moi, je devais avoir 15 ans, 16 ans. C'était jeune fille, quoi. Moi, je me suis mariée quand même 1 an après la mort de maman. Le sacrifice de ma vie. J'aurais dû me décider. Ou le mari, ou la famille. Est-ce que tu veux que je te raconte? Je vais raconter dès le début. Quand j'étais dans l'orangerie de Rouerre, on jouait au ping-pong. On jouait au ping-pong et puis tout d'un coup, il tape sa raquette sur la table. Puis il me dit, Zita, veux-tu m'épouser? J'ai rien répondu, j'ai fichu. Vous n'y attendez pas du tout? Tu penses? Il avait 10 ans de plus que moi, il était galonné, officier, imposant, il m'intimidait presque. Vous le trouviez beau? Je trouvais magnifique, mais je n'ai jamais pensé une minute qu'il pourrait me regarder même. Pas du tout. J'étais très liée avec ses frères, j'avais le béguin pas des frères. Henri était adorable. On s'écrivait tout le temps. Mais jamais des lettres d'amour, mais on s'écrivait tout le temps, on s'aimait quoi, comme des frères et sœurs. Il m'envoie Herminie, la vieille cuisinière, Herminie. Avec un plateau, mon petit déjeuner. Il y a un petit mot de Monsieur Emmerich, elle a l'accent du pays. Il y a un petit mot de Monsieur Emmerich. Alors je regarde. Zita, veux-tu m'épouser, oui ou non? Je veux la réponse avant ce soir je prends le train. Alors je dis, ben non, je ne donne pas ma réponse. Non, par écrit comme ça, sous le nez, non. Je dis non, je ne donne pas ma réponse. Il dit, ben que j'en sais rien, je vais réfléchir, j'en sais rien. Je suis complètement sidéré. Alors je suis allé voir papa, qui dormait d'ailleurs, oui, je l'ai réveillé. Puis je lui dis ça, alors là, il faut que je vous réveille, parce que ça, c'est le problème là. Alors il m'a dit, mais écoute, c'est une chance pour toi énorme. Il faut absolument que tu l'épouses, il est charmant, il est brillant, absolument. Alors, enfin, tu vois. Mais est-ce qu'il était au courant, à votre avis? Qui? Votre père? Ah, sûrement pas. Non, personne n'était au courant. Personne n'est au courant. Alors, je suis descendu après papa.
j'ai envoyé un mot à Emmerich en lui disant, nous allons commencer par aller à la messe. Là-bas, on a prié le Seigneur, tous les deux. Oui, oui, on est d'accord, il était très... je ne dis pas que c'était un de bénitier, mais il était très chrétien, catholique, pratiquant, élevé chez les jésuites. Bon, alors finalement, en sortant de l'église, on s'est dit, bon, ben... on est bien comme ça. Quelque chose comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je disais, c'est joli ça, mais ça se réfléchit quand même. Alors du coup, on a pris le petit chemin qui va avec, la route, quoi. Puis on est descendu près du ruisseau. Puis on est resté là pendant 2 heures, peut-être. Les autres ne savaient pas où nous étions. Alors là, on a discuté sérieusement. Alors, on dit, il a fait son pédigré, c'est je sais pas quoi, son amour et tout. Et moi, je ne pouvais pas lui dire que je l'aimais. Mais il me dit, c'est vous, c'est toi qui seras ma femme, quoi. C'est toi que je veux. Mais il comprenait très bien que je réfléchisse et que j'étais sidéré, quoi. Et il a très bien compris ça. Il a attendu que ça vienne, quoi. Je connaissais la famille, je connaissais la belle-mère que j'adorais. Papa et maman l'aimaient beaucoup. Je me suis dit, mais c'est le rêve, quoi. C'est le bon Dieu qui m'envoie. Je ne le connais pas, mais il n'y a aucune raison qui soit. Aucune raison. Vous aviez quel âge? 18 ans. 18 ans. Je me dis, il n'y a aucune raison pour que ce soit un mauvais mari. Et remarquez qu'il avait la réputation en plus d'avoir un sale caractère. Hein. Il l'avait, mais enfin, comme je ne l'avais pas trop mauvais, que je savais qu'il avait mauvais caractère, ben, il m'écrasait, quoi. Sauf quand je rendais. Et à ce moment-là, c'est lui qui s'est écrasé. Et quand papa a su que Emmerich m'avait demandé en mariage, il s'est précipité dans le salon. Non, c'est ma belle-mère qui a fait ça. Elle s'est précipitée sur papa, elle l'a embrassé. Je lui ai dit, comme je suis heureuse, Charles, comme je suis heureuse d'avoir Zita pour belle-fille, et comme je suis contente, Charles, oh c'est formidable. Alors il y a les 2 joueurs qui étaient là qui disent, dis donc, tu as vu, il y a pas ton père et maman qui vont se marier. Quand ils ont vu qu'ils sont morts, ils n'ont jamais pensé une minute, c'était Emmerich et moi. Ils sont embrassés 2 jours, tous les deux, le beau-père et la belle-mère, c'était tous les 2 veufs. Alors on leur dit, mais non, c'est nous qui nous marions. Oh, alors là c'était la bombe. Alors aussitôt, catastrophe, il fallait faire part, il faut préparer le mariage, il faut... où est-ce qu'on va faire le lunch? Il faut inviter les gens quand même, parce que c'est pas parce que maman était morte un an avant qu'il fallait se marier dans les larmes. Non. Alors du coup, toute la Normandie a débarqué, cousins, cousines, tantes, neveux, etc. Donc il fallait faire un déjeuner. Alors avec papa, j'ai trouvé un hôtel à Cannes et on a eu un déjeuner dans un hôtel, dans la grande rue de Cannes. Je me suis mariée à un golfe-géant avec mon cher curé, un vieux curé adorable. Moi, je jouais le jeu. Je me suis dit, bon, je suis entraînée là. Je suis obligée de le faire. Je ne peux pas refuser ça. Mais je trouve que ça avait un charme de rêve, de poésie, qu'il n'y a plus. Alors, on est passé au golf, dire au revoir à papa, quitter la maison, quitter mes frères et sœurs, et tout mon passé. Ça a été dur. J'ai laissé donc Monique, Nénette, Alain, et Alain qui avait 10 ans, qui s'est accroché à ma robe quand je suis partie de la maison, parce qu'il y avait l'auto devant la porte. Il s'est accroché à la maison, je veux pas que tu partes, je veux pas que tu partes. Emmerich, tu es un salaud, tu m'as volé ma 2e maman. Moi je pleurais à chaudes larmes. Mais là j'ai trouvé que Emmerich avait été formidable, tu vois. Et il m'a dit, je comprends très bien, c'est affreux pour vous. Pour toi, peut-être en se tutoyant, j'en sais rien. Mais il aurait pu dire que ça veut dire, ça c'est Sylvie Magret ou je sais pas quoi, puis appuyer sur son pignon. Il a été très touché quand même. Et quand il disait tu me voles ma 2e maman, parce que c'était le dernier, il avait 10 ans. Mais enfin c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Donc vous partez en voyage de noces, donc bouleversé j'imagine, parce que vous laissez votre bouleversé, et en même temps content. Mais à 2 va. Et vous partez où? À Venise. Alors j'en suis où là? Bah vous partez pour Venise. Ah, je pars pour Venise. Ah. Pas pour Venise, ben alors on part pour Venise, là s'accroche la voiture et c'est horrible. Bon, et puis on part quand même, et puis voilà, ben, j'ai ça derrière moi. On a fait tout le voyage en voiture, et on est parti pour Monaco, je crois.
On a couché à Monte-Carlo, je crois. Donc ça, c'était votre nuit de noces à Monte-Carlo. Exactement. Et là, tu sais qui venait quitter la chambre? Ils n'étaient pas mouchés avec les bonnes pieds, oui. Le roi d'Espagne. Donc Bah, ça, il c'est une était chambre. le capitaine, il avait de l'argent, il avait une solde, il vivait dans le bled, il avait de l'argent. C'était. Maintenant, on dirait pas qu'un Richard, alors, pour un officier. Moi, j'ai jamais connu le mari Richard, Ouais. après. Mais quand je me suis mariée, C'était. c'était le mari Richard. D'abord, il avait sa mère, il avait de la fortune personnelle. Après, ça a été partagé avec ses frères, les sœurs. La pauvre qui s'est tuée en auto, tu sais ça. Et donc, c'était un mari Richard, quoi. Bon, bah, tant mieux. Il regardait pas il n'était pas dépensier, mais il savait dépenser et bien. Alors là, c'était toujours ce qu'il y avait de mieux. Hein? La nuit de noces. Oh la meilleure. Ça s'est bien Une chambre formidable, la vue sur la mer, un balcon merveilleux. Le matin, on a sorti le petit déjeuner au lit. Et tout. Vous vous sentiez bien dans votre rôle et vous vous sentiez détendu? Non, c'est venu petit à petit. Je le connaissais très bien, je l'aimais beaucoup parce que c'était. Mais on n'a pas été amants, si je peux faire du premier goût. Ça saute pas. Ça saute pas. Vous avez attendu. C'est ça qui est tout de même intéressant, d'ailleurs, du système de mariage d'avant, tu vois, je trouve. Parce que là, on sait où on va. On sait tout. On se dit pas, je vais peut-être en trouver un autre, ou c'est pas bien, ou c'est pas bien. On sait que c'est pour la vie, quoi, c'est tout. Le soir même, oui, mais il a été très discret, très. J'étais quand même vierge, pour te dire. Bah oui, je m'en doute. Bon, bah alors, il savait très bien, donc il a respecté quand même, il va pas. Se violer, c'est pas tellement agréable, hein. Alors. Écoute, c'est une faussette là. Bon, bah alors, je sais plus comment ça s'est passé. Et après, on est parti pour Venise. À Venise, ben, évidemment, ahurissement, très beau, et tout, extraordinaire. On a visité beau. Hôtel magnifique, sur le canal. Ça, vous voyez, ça, vraiment, j'ai su que c'était que la grande ville. Quelquefois, je savais ce que c'était que la Dèche, mais j'ai su que c'était. Là, j'étais bien loué, quoi. Il avait retenu une chambre sur le canal, extraordinaire, quoi, c'était bref. Et s'est passé quelque chose hein, entre lui et moi, que chacun, on s'est dit, on se lance. Et lui, il m'a posé certainement beaucoup de questions, et moi aussi. Mais je me souviens plus de quoi, parce qu'on se connaissait. Évidemment, l'amour, ça vient petit à petit à ce moment-là, tu comprends? Quand on est parti pour la vie, d'après nous, eh ben, on allait mollo, quoi. On se mariait. L'amour est arrivé, non, peut-être pas le premier jour, c'est sûr. C'était, surtout pour une femme, c'est dur. Lui était peut-être beaucoup plus amoureux que moi, ça c'est certain. T'es sûr qu'il était amoureux de moi, il a toujours été. Non, ça c'est sûr. Il était amoureux de moi et moi j'avais confiance et je me disais, bon, on verra bien ce qui va arriver, quoi. Puis tout, puis j'ai allé à Venise et tout, puis petit à petit, c'est comme ça que ça devrait se passer, quoi. D'après moi, la grand-mère. Arrière. On est parti pour le Maroc, bateau, on est passé à Bordeaux, là un grand, magnifique paquebot, on était à la table du commandant, servi, tu sais, délicieux, moi j'ouvrais des grands yeux, en plus je savais pas ce que c'était. Et alors, ça m'arrivait à Casablanca. À Casablanca, Émeric m'a emmené au restaurant. Non, il m'a dit, nous sommes invités par le général. Le commandant, rien que ça. Alors il me dit, tâchez de vous tenir bien, il faut faire attention, etc. Tu vois, toutes les recommandations qu'on peut faire, comme bécassine en voyage. J'arrive au restaurant magnifique, tout était magnifique pour moi, de toute façon. Magnifique restaurant, bon. Le garçon arrive et donne un menu. Il donne le menu aux autres. Moi, j'ai pas fait attention que moi, il n'y avait pas les prix sur mon menu. Je prends ce qu'il y a de plus cher. Et il me dit, mais vous êtes sûr que vous voulez ça? Vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas prendre autre chose? Très gêné. Et lui dit, mais enfin, si Mme Nastiva a envie de ça, pourquoi vous mêlez de ça? Elle pense qu'elle veut. Quelque chose comme ça, quoi. Moi, je me disais, flûte, alors je sentais que j'avais fait une gaffe. Et puis, c'était délicieux. J'avais pris ce qu'il y avait de plus cher. D'autres ortolans, je sais pas quoi, enfin. Oui, vous n'aviez pas le prix, donc vous pouvez pas le J'avais pas le prix, et puis tu connaissais rien, tu penses. Moi, alors là,
les grands restaurants. Alors Emmerich ne savait plus où se mettre, et puis après, il a dit un mot au colonel, au général, on n'avait plus en disant « Je suis désolé, ma femme est... » Alors après, à ce moment-là, nous sommes partis en auto, on a traversé tout le trois quarts du Maroc, en plaine, assez beau, sous le Tadla. Et puis on est arrivé dans un village, un Ksar, où il y avait un ménage que nous connaissions d'autrefois, parce que mes parents étaient liés avec leurs parents. Tu vois, c'était une chance inouïe. Et puis le matin, on se réveille, la neige partout. Nous étions au pied de la montagne, de l'Atlas, une neige, couverte de neige. Emmerich se réveille, il me dit, catastrophé. Il me dit, c'est impossible de partir. Nous n'avions que des pistes, il n'y a pas de route. Mais vous deviez aller où? Chez nous, qui était à 3000 mètres. Alors il téléphone, il dit, écoutez, je suis coincé par la neige, je ne peux pas rentrer. Alors il lui dit, ben, ça fait rien, aucune importance. Vous faites le tour, le grand tour, et vous contournez l'Atlas, vous allez retrouver le soleil en bas de l'Atlas, et vous retrouvez l'autre côté de la montagne, et vous remontez, là il ne neige pas. On a fait un détour de 800 km. Ce qui fait que je ne suis jamais retourné là où j'avais été. Parce que c'est pas tous les jours qu'on fait le tour de l'Atlas. Non. Alors c'était extraordinaire, puis moi je découvrais tout. C'est inouï quoi, royal. Puis là vous étiez que tous les deux du coup. Tous les deux avec un chauffeur militaire. Et on pique vers le haut, on monte et on monte et on monte, et une route qui tourne. Oh, effrayant, c'est diabolique quoi. Une piste, hein, avec des pneus. Et tout d'un coup on s'est mis à avoir un soldat à chaque tournant. Alors j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit mais c'est comme ça parce que je suis sorti. Lui c'était le patron là-bas. Alors comme on avait peur qu'il y ait encore des dissidents, parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'il y avait des dissidents qui tiraient sur les Français. Alors, dès qu'un officier sortait, il y avait des officiers, des soldats qui gardaient avec leur fusil à l'épaule, et qui gardaient pour voir s'il n'y avait pas des dissidents qui arrivaient pour tuer l'officier, tu comprends? Parce qu'il y en avait plusieurs qui ont été tués, même quand j'étais. Alors, moi, je découvrais tout ça, tu te rends compte? Alors, ces soldats gardent à vous et tout, quand on passait, je sais plus. Le mec était très gentil et très, très content et très ravi de me montrer tout ça. Et on contournait tous ces tournants vertigineux. Et puis en arrivant en haut, presque en haut, on voit de chaque côté une haie de chevaux montés par des cavaliers, et évidemment leur tenue de cavalier marocain, qui venaient au-devant d'Emmerich, c'était le patron. C'est effrayant. Alors, ils étaient tous là au garde à vous sur leurs chevaux. Ils sont passés tous les deux en travers, et puis une voiture par derrière qui nous gardait. C'est le roi de Prusse. Hein. Et alors, nous sommes arrivés au bled, là où nous habitions. Tout ça s'appelait déjà. Imilchil, un petit village. Le village était en bas, il y avait un grand massif tout rond, 3 maisons en haut, maisons françaises construites par les Français. Une pour le commandant, c'est-à-dire Emmerich, qui était capitaine à ce moment-là. Une pour les malades et une pour les sous-officiers. Et puis le reste, la Médina en bas, tout à fait en bas, vertigineux quoi, comme spectacle. Alors le matin, je crois que c'est le lendemain matin, Emmerich a pris son boulot. Alors moi je suis resté seul dans la maison, alors éberlué complètement comme bécassine. Je me suis dit, bon, je ne vais pas rester là comme une idiote, alors je descends pour voir. Je tombe sur le souk. C'est ce que c'est un souk? Oui. Toutes les femmes se précipitent sur moi. En me relevant mes robes, elles n'avaient jamais vu une femme française. Là, je suis remontée d'Ardard, j'étais voir Emmerich dans un bureau. Je dis, mais je suis tombée dans une maison de fou, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais déshabiller en bas dans le souk. Ah, c'était complètement sidéré. Et puis qui parlaient, qui rigolaient entre elles et tout ça. Elles n'avaient jamais vu une femme française. Du coup, Emmerich m'a dit, bon, alors maintenant, je vais prendre une fille de Goumier, une petite fille qui a 15-16 ans, qui parle le berbère et qui va vous servir de guide, quoi, de protecteur. On est descendus ensemble. Alors elle a dit, voilà, c'est une dame française, quelque chose comme ça, enfin en arabe. C'est une dame française qui est comme vous et moi, qui est habillée pareil, elle est faite pareil. C'est une femme française. De la France, oui, enfin tu vois, ça explique quand les autres comme ça.
Et elles étaient très pudiques en plus. Et en plus, Brick me l'avait dit, il m'a dit surtout, mettez pas les bras nus, surtout pas en short et un truc comme ça, jamais, jamais. Les femmes sortaient toutes couvertes comme d'oignons, pas voilées. Les berbères sont pas voilés. Elles ont toujours des yeux très très faits et très beaux, et puis des petits pendentifs qui tombent sur le pantalon. Le front. Le front. Le quoi? Le fronton. Oui. Elles riaient comme des folles en me voyant, mais elles ne me déshabillaient plus. Mais sans ça, je me promenais. J'étais contente, et elles étaient contentes aussi. Alors, elles m'offraient du thé, de la taille. Alors, on m'asseyait près d'elles, alors elles parlaient entre elles, mais moi, je comprenais rien et je regardais, c'est tout, elles avaient compris. Mais vous sentiez bien même en même temps avec elles. Ah, elles étaient accueillantes. Tout de suite, la taille, elles parlaient entre elles, elles riaient comme des folles. Elles se foutent de moi, probablement, parce que j'étais. Ça se portait pas les pantalons à ce moment-là, donc j'avais une robe. J'avais une robe et des souliers qu'ils n'avaient jamais vus, quoi. Et des bas, sûrement, parce qu'il faisait froid noir, hein. C'était à 3000 mètres. C'était le bled, bled, bled. Alors, je sortais, il y avait un petit mur pour commencer, je faisais doucement. Il y avait une murette où je faisais des longs larges, je pensais, je réfléchissais, je priais peut-être, je sais pas quoi, je remerciais le ciel. C'est le rêve, quoi. Mais je pouvais pas m'en aller plus loin. Il suffit d'une fois qu'un type devienne fou, une femme qui. Ça aurait pu arriver. D'ailleurs, un mec qui ne m'aurait pas permis d'y aller. C'était trop tenter le diable, quoi. Parce que les indigènes, ils n'avaient jamais vu une femme française. En plus, ils trouvent dans une montagne une femme qu'ils ne connaissaient pas, ben, je ne sais pas ce qui serait passé. Hein. Je n'ai pas voulu risquer. Et puis à Brick, tous les soirs, on sortait faire un tour. Quand ils sortaient du bureau. Vous alliez où donc? Alors on déjeunait à table, on avait un boy, 2 boys, un cuisinier et un ordonnance. Ils faisaient la chambre, une chambre somptueuse, une vue magnifique, le rêve, quoi. Tout à côté, il y avait 2 lacs qui faisaient partie de la commune, donc du territoire de Brick. Et dans ce lac, des poissons qu'on ne voit nulle part ailleurs, qu'on appelle des ombles chevaliers. Ce sont des poissons énormes. Alors les sous-officiers là, qui étaient très pêcheurs, qui étaient ravis le samedi et le dimanche, et même les officiers, et Brick pêchaient aussi, tout le monde pêchait. Une fois, on a trouvé, on nous a servi à table, sans me le dire, j'avais commandé, je ne sais pas quoi, au cuisinier, et il me sert autre chose, et il y avait du monde. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est ça, je ne comprenais plus rien. Elle me dit, mais tu vas voir, tu vas voir. Alors, Brick ravi, parce que ils avaient pris, les sous-officiers avaient pêché une omble chevalier énorme. Ils s'étaient mis à 2 pour la sortir, qui devait être dans le fond, parce que en principe, c'était pas si grosse. Énorme, ils n'avaient jamais vu ça. Et dans le ventre de l'omble chevalier, il y avait un canard entier avec ses poils. Je ne raconte pas une histoire. C'est plume. Alors on nous a servi, alors parce qu'on nous a dit, ben là, on vous sort l'omble chevalier, mais après, il y a quelque chose, une surprise. Alors on a resservi après le canard, pour me dire, voilà, ils étaient l'un dans l'autre. Incroyable. Parce qu'il venait de la vallée, il avait ses plumes. Il avait ses plumes, c'était un canard, je crois. Et c'est l'omble chevalier qui a pris un canard. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'était un canard. Un canard, c'est ça. Il avait ses plumes et on a mangé le canard et séparément. Le canard, il y a eu qu'à enlever les plumes, il était intact. Il venait d'être pêché. Tu crois que je rêve là pour Non, je vous crois, mamie. Parce que ça, tu vois, je suis contente parce qu'au fait, c'est impossible à écrire ça. C'est impossible, quand c'est impossible à écrire ça. Je peux l'écrire à la va-vite, évidemment, je l'ai fortement fait. Mais pas possible, là, c'est vrai. Ça me fait plaisir, tu vois, de parler de ça. Mais les femmes n'avaient pas le droit de venir, donc ils étaient 100 femmes. Moi, j'étais un passe-droit. Mais on avait dit la femme du colonel, ou capitaine, ou commandant, je ne sais pas ce qu'ils étaient, capitaine, je crois. Alors, les femmes du sous-officier ne venaient pas. Bon, mais ils acceptaient, c'était militaire. Moi, c'était un peu un passe-droit, mais le général qui m'avait autorisé, parce qu'il y avait un qui avait refusé. Il dit, vous n'y pensez pas, n'amenez pas votre femme, c'était impossible, c'est zone interdite. Alors le mec a dit, bon, ça va voir, si vous êtes interdit, je vais demander à un autre. Alors il demande à un autre qui était un peu plus haut, comme grade, qui dit, mais bien sûr, Mme Darsimone, mais bien sûr, elle peut venir, vous la garderez bien, quoi, et puis c'est tout. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il y avait des femmes spéciales aussi, qu'on appelait les femmes du
Bousbille. C'était les femmes qui étaient réservées aux hommes seuls, aux soldats par exemple. Elles étaient parquées, comme dans un couvent presque. Et il y avait un jour ou 2 jours par semaine, et le soir, en sortant du bureau, ils partaient. Moi, ça me... Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous vous êtes rendu compte que vous attendiez votre premier enfant? Pouh. Ah oui, c'était dans le bled. Ah oui, très bien, je me souviens très bien. C'était à Émile-Sud, justement. Alors j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, je mangeais plus. Comme des idiots tous les deux, on s'est inquiétés. Vous n'êtes pas posé la question? Vraiment complètement crétin. Hein. Émeric comme moi, parce que Émeric dit il faut aller voir un docteur, et moi aussi je dis oui, en effet, c'est pas normal. Affreux. Alors on était à Rabat, à Casablanca, voir un médecin qui a ri comme un fou. Il a dit mais ça va plus, vous pensez pas que vous êtes enceinte par là? Hein? C'est inouï, hein. Tu te rends compte maintenant? Un truc comme ça maintenant? Bah ouais. Tu te rends compte? Je vois encore le médecin. Et nous, Émeric est gêné comme un pou, alors, là, pour le coup. Non, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, quand même. D'avoir, avec un mari comme ça, un caractère comme le mien. C'est toujours tutoyé. D'accord. Enfant. Puis après, on s'est dit vous. Quand On fait l'inverse des autres. On se voyait, mais on se tutoyait en intimité. Ah. Tu ne vois pas en disant, j'ai jamais dit je vous aime, par exemple. Mais vous lui avez dit je t'aime. Ah bah oui, ah, écoute. Je crois, sans me vanter, que je savais me prendre, parce que je boudais. Et j'avais pris le truc que il boudait, ben il boudait. Il parlait pas pendant 8 jours. Je dis tant pis. C'est égal. Moi je continue à parler, raconter, aujourd'hui j'étais là, j'ai fait ça, ceci. Cela, madame Attal m'a dit ça. Alors les boys qui servaient à table étaient soufflés complètement. Les enfants me disaient, quand vous étiez là, à table, il ne disait pas un mot. Et quand nous étions seuls à table, avec lui, il parlait. Donc c'était à vous qui ne voulez pas parler. Et en effet, il ne me parlait pas. Il croyait, c'était vraiment idiot pour un homme intelligent. Je savais qu'il était comme ça, alors je m'attendais. Il y avait certainement des mécontentements, des choses... Il fallait que je m'écrase, quoi. Mais petit à petit, je t'ai aperçu qu'il n'y avait pas d'enfant qui s'écrase plus que moi. Et je laissais faire, quoi. C'était un jeu que beaucoup de femmes devraient faire, devraient avoir. C'est qu'il faut d'abord tirer un trait, ce que je faisais dès le début, parce que je m'en fichais, c'était tellement bête. Je me disais, c'est tellement bête de me faire la tête parce que j'avais dit ou ceci ou fait cela. Ça n'arrive à rien, il faut mieux le dire, puis se mettre les choses sur table, et puis c'est tout. C'est sûr que je faisais du charme, quoi. Tout. Je faisais la putain, quoi. Oui. Non, je disais, ça suffit, il y en a marre. Et puis alors, on faisait la prière. Je disais, ça y est, vous faites la prière avec moi. Ouais, oui, alors il disait, oui, bon, c'est fini, alors, je suis avec Marie, et puis on se couchait, et puis voilà. Puis voilà. Ah, il était drôle, il riait. Il riait beaucoup, il riait. Il adorait rire. Sauf une fois, ça, l'anecdote, ça, c'est bon à garder, ça. Une fois, on va sur les Champs-Élysées. On veut acheter je voudrais acheter une robe ou un manteau. Alors, il me dit, je vais avec vous, parce qu'il aimait bien mettre son grain de sel. Je vais avec vous. Alors, on passe dans les petits cabinets, tu sais, alors j'essaie. Ça, la vendeuse me vend plusieurs choses. Alors je dis, Émeric, vous aimez lequel je prends? Rien, Motus. Alors, je dis, moi j'aime bien celui-là. Alors, Motus. C'est vraiment effrayant, tu vois le caractère qu'il a. Hein. Alors je dis, bon, je vais prendre celui-là. Elle me dit, bon, voilà. Elle me prend, et puis je sors. Je paie, Émeric paie. Je sors dans la rue, je Champs-Élysées. Émeric prend mon paquet, le fourre dans la poubelle. Dans le ruisseau, tu sais, qui passe. Caniveau. Mais jaloux, parce qu'il voulait choisir et je n'avais pas compris. Voilà. Je n'avais pas compris du moment où je dis rien, c'est que je l'aimais pas. Voilà ce qu'il me disait. Moi, je n'étais pas encore habituée à tous ces trucs-là, tu comprends? J'étais pas vieille, j'avais pas d'enfant encore, je crois. Ah oui, c'est tout au début. Oui, je crois que j'avais pas d'enfant, je ne me rappelle plus.
Oui, à Paris, sur les Champs-Élysées, j'ai pas été souvent. Non, je devais pas avoir d'enfant. Alors il a acheté un beau manteau. Et d'ailleurs, après, c'est toujours lui. Il est venu très très souvent acheter les affaires avec moi. Les enfants, c'est drôle parce que mes enfants gardent le souvenir d'un père sévère. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que moi, j'étais tellement pas sévère, mais lui était sévère. Et quand c'était fait, il fallait que ce soit fait, c'était fait, quoi. S'il y avait un zéro, je sais pas quoi, peut-être qu'il punissait, peut-être qu'il y avait une paire de claques, peut-être qu'il grondait, mais c'était pas un méchant. C'est l'histoire, quoi. Bah, c'est votre histoire et c'est notre histoire aussi du coup parce que C'est ça, oui. on est descendants directs de ça, c'est notre... oui. C'est notre Mais oui, parce que vous êtes ma joie. Et vous êtes heureuse? J'ai été. C'est différent. Vous l'êtes plus? Je suis heureux de ma famille. Et je t'avoue que je suis contente de le dire, parce que je me dis que j'ai une vie quand même spéciale. راهم جايين بقلبو مغبون باش يبكيو على يماهم دوك تموتيها يا ماما راهم جايين راهم حاضرين اللي كانوا بعيد هما الاولين دخلوا بالياسمين باش يفرحوها باش يفرحوها الدراري داروا الكل بيها وحدي بخالي والضحكة عينيها مازالوا محلولين باش تدعينا دعوة الوالدين يا ماما رانا دايرين الكل بيها والليلة نبكيو بالدمعة دوك تموتيها يا ماما عينيها مازالوا محلولين باش تدعينا دعوة الوالدين وقلبنا راه يبكي وراه يبكي